Bonsoir tout le monde, bonsoir le public. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et surtout la santé. C'est très important. Je vais faire la présence. Moi-même, bien sûr, je suis là. Béatrice Bonvin. Jacques Gué, absent. T'as un pouvoir? Alors, excusez. Pouvoir Dominique Bonnet. Ok. Armel Théron-Caplin. Denis Durand. Patricia Huvenot. Allez, excusez de ne pouvoir à Béatrice Bonvin. Jean-Paul Marchand. Christina Beugère est excusée de ne pouvoir à Denis Durand. Dominique Bonnet, présent. Marie-France Durand, absente. Jean-Joseph, bonsoir Joseph, présent. Simone Bellet. Guy David, présent. Marc Bogno, présent. Philippe Poissonnier, absent. Sylvie Rouzet, présente. Éric Rouanel, présent. Stéphanie Duhamel-Richard est excusée de ne pouvoir à M. Baudelot. Sonia Dukorov, absente. Emmanuel Sauteur, présent. Cécile Combeau est excusée de ne pouvoir à Armel Théron-Caplin, où elle risque d'arriver en retard, je pense, on verra bien. Claire Carambeau est absente. Thomas Hamelot, présent. Dalila Dorol, présente. Bruno Estampe, présent. Roland Amar, présent. Isabelle Marchand, présente. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard, présent. Qui veut être secrétaire de séance? Béatrice ou Armel, l'une des deux. Tu veux bien? Ok. Alors, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 décembre 2025. Y a-t-il des observations? Non? Donc, on approuve? Ok. On passe maintenant au point 2, décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Donc vous avez devant vous il y a 2 pages d'arrêté. Je dis 2, oui c'est bien ça. Alors il y a l'arrêté, je voudrais préciser, le 12/2/2025, le 31. Il y a autorisation d'ouverture au public de l'hôtel-restaurant Epi Hôtel. Mais il faut rajouter suite à la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité du 12/11/2025. Petite précision. Du coup, il était fermé? Non, non. Non? Non, non, non. C'est suite à une sous-commission départementale de sécurité. Il n'y a pas eu de fermeture. Hein. Donc c'est quoi? Non, Ça non, veut il n'y en dire a pas eu. Ils ont fait une visite? Mesures. Ah oui, d'accord. C'est un contrôle qu'ils font tous les ans. D'accord. Pour le 33, réglementation d'une zone de stationnement payant dans diverses rues et parkings, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Ça change rien. Bon. Donc pourquoi réglementer alors? C'est une nouvelle réglementation qui n'existait pas avant, non? Bon. Donc là, on a fait un arrêté. On reporte tous les ans. Ah, c'est la reprise d'un arrêté qu'on renouvelle. On reporte l'arrêté. D'accord, Voilà. c'est la reprise, d'accord. C'est la reprise. Ok. Sinon, c'est bon? Ok. Maintenant, on va passer aux finances 3.1.
Alors, motion de soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes. Donc, ceci, alors, a été présenté, c'était la résolution du 107e congrès de l'AMF. Donc, je vais vous lire la motion. Je l'ai déjà. Non, je l'ai. Alors, la liberté locale est la condition d'une démocratie vivante et d'une action publique efficace. Or, la liberté locale et les moyens dont disposent les collectivités peuvent mettre en œuvre leur politique à destination des habitants sont mis à mal par un État toujours plus centralisateur, qui ne se réforme pas. Ce centralisme qui éloigne la décision et l'action publique des citoyens est pourtant l'une des causes des problèmes du pays, y compris des finances publiques. Oui, je crois que on le ressent au niveau de nos budgets. À l'occasion du 107e congrès des maires, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités a lancé un appel à la liberté locale, à partir de principes qui en garantissent l'effectivité ainsi que des propositions concrètes. La commune d'Épernon partage des propositions pour redonner immédiatement du pouvoir d'agir aux communes et intercommunalités par la libre administration des collectivités. Elle implique de renoncer à toute tutelle de l'État et d'une autre collectivité. L'autonomie financière et fiscale, dont la compensation intégrale des compétences transférées et la redéfinition des ressources propres qui doivent être prépondérantes dans les ressources des collectivités. La subsidiarité, qui confie par principe à l'échelon le plus proche des citoyens le pouvoir de décision. Pour les communes, la subsidiarité implique la protection de la clause de compétence générale. Le respect de la subsidiarité exclut également toute différenciation des compétences entre collectivités d'une même catégorie. La commune d'Épernon s'oppose à toute mesure qui contreviendrait à des principes fondamentaux. Par ailleurs, pour retrouver du pouvoir d'agir immédiatement, la commune soutient les propositions de l'AMF sur le pouvoir réglementaire local, pour adapter les textes aux réalités locales et alléger le poids des normes nationales. Un moratoire sur toutes les nouvelles contraintes qui réduiraient les moyens d'action des communes. Une réduction des normes et un allègement des procédures inutilement complexes et coûteuses, notamment en termes d'urbanisme et de commandes publiques, afin de débloquer des projets. C'est vrai que pendant tout ce mandat, ça a été assez compliqué. Faire un projet devrait être plus simple, plus rapide et moins onéreux en 2025 qu'il y a 20 ans. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Afin de pouvoir agir implique des moyens, l'État doit tenir sa parole dans les projets de budget présentés en 2026. Cela impose la suppression du DILECO, qui ne devrait être instauré que pour 1 an, mais qui serait finalement reconduit et aggravé. Souvenez-vous, on a donné 8 000 €. Alors, le DILECO, c'est un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. La suppression de la réduction. Alors, le DILECO, je peux vous dire que je ne sais pas si ça va être appliqué l'année prochaine, mais ça peut être 2 fois plus. Ce n'est pas 3 fois plus au niveau de la somme. La suppression de la réduction de la compensation des impôts économiques supprimés, qui avait pourtant été annoncée comme garantie à l'euro près. La suppression des modifications de la FCTVA, qui doivent demeurer un remboursement. Alors, la suppression des coupes budgétaires envisagées dans les missions d'outre-mer. La suppression du gel de la DGF et des baisses de crédits dédiés aux collectivités. La suppression de l'augmentation des cotisations de la CNRACL, qui n'est pas le seul moyen de rétablir son équilibre financier. Les communes et intercommunalités ont démontré
leur solidité au cours de ce mandat face à toutes ces crises, à toutes les crises. Notre nation a besoin d'un État fort sur ses missions essentielles et de communes libres. Donc, j'ai reçu, il y a eu une mesure concernant la compensation des locaux industriels à 90%. J'ai ça devant moi. Ça a été rapporté. Toutes les parties étant d'accord, on risque donc de perdre 300 000 € par an dès 2026. Donc, j'espère que ça ne se fera pas. Parce que ça... Donc, c'est une compensation des locaux industriels. Donc, voilà la motion. Moi, j'avoue que si vous avez des commentaires à ce sujet, moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on décentralise, on est trop pris à la gorge. On nous demande de faire de ne pas dépenser, de faire voilà quoi. Et à chaque fois, on nous demande toujours plus, toujours plus. Donc les communes, elles sont prises à la gorge. Donc voilà, moi je pense que cette mention, je vous demande si vous en êtes d'accord de la voter. Si vous pouvez dire quelque chose, M. Estampe. Oui, je vais dire quelques mots, effectivement, parce que quand on l'a lu, effectivement, on n'était pas parti pour dire grand-chose, ni intervenir. Et puis, comme j'ai un peu de temps, c'est le privilège des retraités, j'ai regardé un petit peu, parce que au moment des élections, je pense qu'il y a quand même une constante, il y a quand même quelques habitudes. C'est qu'à chaque période électorale, et particulièrement à celle des municipales, c'est le fleurissement d'émotions. Oui. Ça tombe de partout, l'émotion. Donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'il en était de cette motion, puisque elle est présentée vraisemblablement dans tous les conseils municipaux de France et de Navarre. Et j'ai vu que... Oui, c'est présenté. Oui. C'est ça, dans toutes les communes. Il y a beaucoup de communes qui l'ont déjà voté. Et donc j'ai regardé un petit peu, effectivement, les débats qu'il y avait. Ce n'était pas aussi simple que ça. Il n'y avait pas une unanimité constante sur l'ensemble du document. Il y avait des éléments, effectivement, qui pouvaient être partagés, puis d'autres éléments où il y avait des différences. Et donc j'ai cherché, et j'ai vu que j'ai trouvé, alors j'ai arrêté un moment, mais la plus vieille motion que j'ai trouvée, c'était 2010. J'en ai trouvé en 2014, j'en ai trouvé en 2015, donc c'est quand même pas nouveau. Et quand on regarde ce qu'il y avait dans le contenu de ces motions, il y avait sensiblement la même chose. Laissez-nous vivre, laissez-nous la liberté, laissez-nous travailler, ne décidez pas à notre place et compensez. Je synthétise, mais c'était à peu près ça. Donc, je me suis demandé si ces motions avaient réellement un intérêt, compte tenu qu'elles devenaient perpétuelles, un petit peu comme l'académie. Et puis, quand on regarde quelque part, on s'aperçoit que, en fin de compte, c'est toujours les mêmes élus et les mêmes partis qui réclament moins d'État. Sauf que ces mêmes élus et ces mêmes partis, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils oublient qu'ils ont demandé moins d'État et ils en font encore plus. Et quand je dis ça, compte tenu des dates que je vous ai données, vous pouvez avoir en mémoire que ça concerne tous les partis politiques de droite ou de gauche. Donc je ne prends parti pour personne. Donc moi, c'est bien quand on évoque la libre administration des collectivités comme un slogan, c'est très bien, a priori on peut être d'accord. A priori on peut être d'accord. Mais de notre côté, moi je dis que la libre administration, c'est pas non plus à la carte. Parce que quand on parle de libre administration, on peut imaginer que chaque commune va décider de ce qui est son administration, puisqu'il n'y a plus de règles quelque part et il n'y a plus de contraintes. Donc, ça veut dire que si on veut la libre administration, on renonce à toute forme de tutelle, qu'elle soit celle de l'État ou d'une autre collectivité, puisqu'on parle de l'État, mais on a quand même d'autres collectivités de rang supérieur, que sont la région, que sont le département, au travers des programmes, des projets, des subventions, qui, quelque part, mettent en place et ont sur les collectivités une forme de tutelle, entre guillemets. Donc je me suis dit, on va pousser le raisonnement jusqu'au bout. On supprime les contrôles de l'État.
Alors, supprime-t-on aussi les contrôles des budgets par les préfectures? Supprime-t-on les contrôles de décision d'urbanisme et de leur légalité? Supprime-t-on les contrôles de l'utilisation des subventions par les départements et les régions, comme je viens de le dire? Non. Ben non. On va pas en arriver là, quand même. Eh ben on est bien d'accord, mais, Non, mais vous voyez ce que je veux comprends dire. ce que- Je comprends ce que pousse vous la voulez dire. caricature à son oui, maximum. mais là, on va au bout du bout. Voilà, on va au bout du bout, mais je la pousse jusqu'au bout. Sur l'autonomie financière et fiscale, il faut être clair. Oui, le respect de la parole donnée, comme je vous le disais tout à l'heure, et la compensation des transferts de compétences sont tout à fait légitimes, bien évidemment. Mais là encore, les responsabilités vont avec les revendications. Concernant l'excès des normes, le discours est bien rodé. C'était plus simple avant, c'était mieux il y a 20 ans. Mais qui gouvernait il y a 20 ans, comme j'ai dit tout à l'heure? Qui a voté les lois? Qui a empilé les normes? Tous les partis politiques, tous les élus de tous ces partis, sans exception, les mêmes qui aujourd'hui, dans le cadre des congrès des maires, vous y avez participé, j'ai pu y participer aussi, je les entends, les mêmes, depuis des années, qui expliquent cela. Et faire semblant aujourd'hui de découvrir le problème révèle, à mon sens, soit de l'amnésie, soit de l'hypocrisie, quelque part. Et rappelons-nous pourquoi certaines règles ont été durcies. Pas par le plaisir, je pense, de la bureaucratie, même si on pourrait en parler. Parce qu'il y a eu quand même des exemples, on s'en rappelle, des marchés qui étaient peu clairs, des arrangements entre amis, comme on disait à l'époque, des enveloppes sous la table, comme on disait à l'époque, des choix systématiques du plus 10 ans suivis d'avenants en répétition. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? L'État est intervenu parce que ça commençait à se répandre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a durci la loi et les contraintes, par exemple en termes financiers. Sauf que ces contraintes, on oublie de le dire, ont été allégées depuis, si on regarde bien. Donc, l'AMF est une association fort respectable, et qui a tout à fait capacité à intervenir et qui a des propositions fort intéressantes dans des tas de domaines. Enfin, comme je disais tout à l'heure, 2010, 2014, 2015, sur les mêmes thèmes, c'était déjà des motions de l'AMF, voire des associations, des petites communes rurales, etc., qui n'étaient pas contentes contre les grosses qui les embêtaient. Les mêmes qui aujourd'hui disent il ne faut pas nous embêter. Donc, je pourrais parler de la loi NOTRe, la fameuse loi NOTRe, qui a quand même particulièrement complexifié l'organisation territoriale. On parle aussi de liberté, de libre administration. La loi NOTRe, elle a mis ce qu'il fallait. Pareil, qui l'a voté? J'ai regardé à peu près tout le monde, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, à peu près tout le monde. Alors qu'il n'y avait d'ailleurs pas un consensus réel entre les collectivités à l'époque, et y compris avec les intercommunalités qui d'ailleurs sont co-signataires de cette motion, mais qui, par ailleurs, il faut le rappeler quand même parce que c'est important, les intercommunalités, ce n'est pas une collectivité. On dit tous, on en parle comme une collectivité, mais elle n'a pas rang d'une collectivité, ce qui n'est pas banal. Ce qui n'est pas banal. Alors, pour conclure et pour terminer, oui, effectivement, on peut partager des constats sur cette mesure avec lesquels on est d'accord, sur les problématiques des finances, sur la problématique des promesses qui sont faites et qui ne sont pas retenues, peut-être un peu plus de liberté, mais moi, ce que je ne partage pas, c'est la démagogie. Et je ne partage pas la démagogie avec les élus d'en haut qui nous proposent ça à nous, les élus, non pas d'en bas, mais les élus qui ne sont pas dans cette stratégie, un coup au pouvoir, un coup ci, un coup là, etc. etc. Alors on ne s'y opposera pas, parce que s'y opposer, ça ne serait pas bien, mais on s'abstiendra sur la motion. C'était parce qu'on n'est pas obligé de la présenter, on est bien d'accord. Oui. Mais il y a peut-être des communes qui ne l'ont pas fait, je ne sais pas. Vous l'avez fait, oui. Mais en tout cas, nous, on s'abstiendra. Il faut le faire. Voilà, on s'abstiendra, on ne votera pas contre, mais on s'abstiendra pour tous les éléments que je vous ai donnés, parce que je pense qu'à un moment, il faut redonner un peu de crédibilité au mot politique, au sens large du terme. Merci. Alors, en ce qui me concerne, j'aurais un regard assez différent de celui de M. Estampe sur le principe. Alors, je partage avec lui le constat de tout ce qu'on nous promet et qui n'est pas fait depuis fort longtemps. Néanmoins, je constate aussi que nous ne sommes pas dans le même moment politique et d'organisation qui est en pleine évolution de notre pays et de nos pays.
qui fait que on a des espoirs qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des façons de regarder qui s'ouvrent, des acteurs politiques qui sont en train d'émerger. Alors, est-ce que ça sera demain, on ne sait pas encore, mais avec des pensées qui sont différentes. Et je rends hommage au président de l'Association des maires de France. Je ne sais pas si vous étiez à ce congrès, dont je suis le travail parce que je connais bien sa ville depuis fort longtemps. Et que son travail est intéressant et que objectivement c'est un homme qui a réussi à faire un travail dans sa ville que peu de maires en France sur une ville moyenne plus ont réussi à faire. Et il est clairement amoureux de ce beau pays qu'est la France, il est amoureux de sa ville, il est amoureux de nos paysages, de nos villages, de notre art de vivre. Et je pense qu'on a un président de l'Association des maires de France qui est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir une confiance et une expérience avec qui on peut vivre une expérience de terrain qu'on n'a pas toujours eue dans le passé. Donc évidemment qu'il faut être prudent, c'est une évidence, mais je pense que c'est dans l'air du temps d'avancer dans cette direction, mais avec des conditions. D'abord parce qu'il ne faut pas fantasmer, la question financière de nos villes est rendue actuellement tellement complexe que, évidemment, on ne peut pas s'affranchir de l'État, c'est une évidence, surtout vu la variété des missions et ce qui leur est imposé. D'autre part, il y a un vrai problème de compétences internes de nos villes qui se pose, parce qu'aménager une ville, ça ne se fait pas seulement en regardant au doigt mouillé, si j'ose dire. Donc, c'est le problème, évidemment, il est complexe. Néanmoins, quand on me parle de subsidiarité dans un monde qui devient tellement complexe que ça devient financièrement insupportable, la subsidiarité, on sait, c'est ce qui se pratique dans les familles, et on sait que la subsidiarité, ça peut permettre d'économiser beaucoup d'argent, et en plus de recréer des liens beaucoup plus sains entre les gens, parce que quand on commence à tout financiariser, on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Donc moi, cette motion, elle me plaît. J'ai lu un peu dans le détail, j'ai fait comme M. Estampe, j'ai fait des recherches sur le sujet. Je la trouve vraiment intéressante pour un avenir rendu un peu aux Français, aux communes, parce que force nous est de constater qu'on nous fait construire les mêmes choses, avec les mêmes aménageurs, d'un bout de la France à l'autre, on se retrouve tous avec ces cubes abominables dont on ne supporte plus la venue. On se trouve avec des villes qui se ressemblent toutes, des matériaux qui se ressemblent tous, des organisations de l'espace qui se ressemblent tous, alors que nos communes, elles ont toutes une histoire différente. Et pour ce faire, qui mieux que les gens qui vivent dans les communes, longtemps, qui les observent, qui les aiment, qui les soignent, qui soignent aussi leur maison, qui le financent, peut mieux savoir comment on doit vivre dans une commune. L'État ne peut pas se substituer à tout, et les gens envoyés directement par l'État, dont on en a un gros paquet autour de nous, on a c'est même ceux qui aménagent aujourd'hui le territoire et qui nous désolent. Eh bien, il est temps de passer à autre chose, mais il est temps de passer aussi à autre chose dans les compétences que nous, que ce soit au niveau des agents qui vont s'occuper des communes, des entreprises locales qui vont s'occuper des communes et des élus, nous nous posions aussi dans ce cadre-là la question des compétences que nous sommes obligés de développer pour faire de belles villes efficaces, belles, dynamiques et qui vont durer longtemps sans nous ruiner. Ok, madame. Donc, alors, vu la résolution générale adoptée lors du 107e Congrès des maires de France, considérant la proposition du président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité AMF de faire voter au Conseil municipal une motion de soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes, considérant le projet de motion joint à la présente délibération, sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à m'autoriser son représentant à signer la motion de soutien jointe à la présente délibération. Donc, j'entends M. Estampe, je suis un peu comme lui. Bon, ça va être une motion qu'on va voter. Après, on fera ce que ça fera. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment le faire. C'est une certaine liberté aussi pour les communes. Donc voilà, donc je vais vous poser la question. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, M. Estampe, Mme Marchand, M. Pichard et M. Amar. Et qui est pour? Le reste du Conseil. Merci. On va passer à l'urbanisme. 4.1, bilan des sessions acquisition, année 2025. Rapporteur, Mme Armelle Théron-Caplin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire. Vu l'article L.
2241-1 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le conseil municipal délibère chaque année sur le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'année considérée. Ce bilan effectué au titre de l'année 2025 est le suivant. Dans un premier temps, vous avez dans votre document l'état annuel 2025 des cessions immobilières. Terrain non bâti 31 rue Alfred Monceau, référence cadastrale AI 20 et 21, détenteur M. Palaric pour 1038 mètres carrés, 5 000 € pour le montant, délibération du 13 mars 2023 et acte signé le 2 avril 2025. Second terrain non bâti, 33 rue du Prieuré Saint-Thomas, référence cadastrale AI numéro 54, identité acquéreur la communauté de communes, pour 5 268 mètres carrés, montant l'euro symbolique, délibération le 23 avril 2025, acte le 27 novembre 2025 par un acte administratif. Donc pour un montant total des cessions immobilières pour l'année de 5 001 €. Passons au tableau 2025 également des acquisitions immobilières. Terrain non bâti, 52 route de Boulard, cadastré AB numéro 460, identité des cédants monsieur et madame Lelourec, 35 mètres carrés, 525 € de montant, délibération du 15-11-2021, acte le 3 décembre 2025. Terrain non bâti, 52 bis route de Boulard, référence cadastrale AB 462, identifiant cédant monsieur Cléry, madame Patrave, pour 28 mètres carrés, pour un montant de 420 €, délibération du 15 novembre 2021, pour un acte au 3 décembre 2025. Terrain non bâti, 43 rue Normande, cadastré AC 319, identifiant monsieur Béreza, madame Arzeski, 3 mètres carrés, 45 € de montant, délibération du 15 novembre 2021, acte du 3 décembre 2025, pour un montant total de 990 € au niveau des acquisitions immobilières. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le bilan annuel des transactions réalisées sur l'exercice budgétaire 2025. Voilà, monsieur le maire. Merci Armel. Y a-t-il des questions à ce sujet? Donc on voit bien, là c'était la route du Boulard, hein, il y avait les travaux. Après, bon, vous avez aussi la rue du Prieuré, 33 rue, ben, ça c'est la piscine. Voilà. Donc, on passe au vote. Vous n'avez pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Ressources humaines 5.1, signature de la convention avec la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France et de mise à disposition de M. Patrice Chauvin, coordinateur sportif, Mme Armelle Théron-Caplin. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais reprendre un tout petit peu les vues pour mieux comprendre la délibération. Vu le projet de convention de mise à disposition de M. Patrice Chauvin pour la période de janvier 2026 au 31 décembre 2027, soit 24 mois. Vu l'accord écrit de M. Patrice Chauvin pour être mis à disposition à la ville d'Épernon du 15 septembre au 14 avril de chaque année, considérant que la présente convention arrive à échéance au 31 décembre 2025, considérant qu'il y a lieu de la renouveler compte tenu des besoins de la ville d'Épernon afin d'assurer les missions de coordinateur sportif à temps non complet, je vous propose à l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à signer avec la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France une convention de mise à disposition individuelle pour Monsieur Patrice Chauvin en qualité de coordinateur sportif pour la ville d'Épernon.
Monsieur Patrick Chauvin réalisera cette mission du 15 septembre au 14 avril de chaque année, selon les modalités précisées dans la convention annexée de la présente délibération. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer une convention annexée à la présente délibération. Juste une petite précision, nous avons déjà passé cette délibération au dernier conseil communautaire. Donc là, c'est une Voilà, monsieur convention le sur 24 mois. Oui. Parce que monsieur Chauvin, je pense qu'après, Part à la retraite. part à la retraite. Donc on a préféré faire une convention jusqu'à la fin Voilà. de son poste. Des questions? Non? On passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Vous avez en information diverses la présentation de l'état des indemnités des élus. Voilà. Après, j'ai une question écrite de M. Bruno Estampe, notre cité de caractère. Dans le cadre du suivi du dossier relatif à la maison à Pan de Bois, nous souhaitons obtenir plusieurs précisions. Pourriez-vous nous rappeler depuis quelle date la bâche est installée sur le bâtiment concerné, ainsi que du coût total de celui de son installation? Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer la date de pose de l'échafaudage. Nous vous en serions également gré de bien vouloir nous confirmer s'il s'agit d'un échafaudage voué et dans l'affirmative, de nous préciser le montant de cette location ainsi que sa durée. Ces éléments nous sont nécessaires afin de disposer d'une information complète sur ce dossier. Alors, la première bâche thermo-retractable et l'échafaudage ont été installés le 17 mars 2021. La bâche imprimée a été installée le 23 mai 2022 pour un montant de 7 380 € TTC. La bâche. La location et le contrôle de l'échafaudage représentent un coût de 13 128 € TTC par an. Voilà. Donc, entre autres, il y a eu comment on appelle ça, un grignotage de la façade. Pour cette grignotage, on a eu une subvention de la DRAC qui a été versée le 3 septembre 2024 pour un montant de 18 111,17 €. On a reçu une subvention aussi de la Fondation du patrimoine, a été versée le 21 octobre 2024 pour un montant de 10 781,80 €. Et une subvention du conseil départemental a été versée le 18 novembre 2024 pour un montant de 19 844 €. Alors moi je comprends M. Estampe, je suis d'accord avec lui. C'est long. Non, mais votre question, je la comprends très bien. Alors, j'avais toujours dit qu'on ne fera pas les travaux tant que je n'ai pas 80% de subvention. Ça c'est clair. Je ne lâcherai pas là-dessus. Bon, maintenant, là, en ce moment, malheureusement, vous connaissez le budget. Bon. Mais j'ai donné une mission. Je vous ai donné une mission, Madame Charrier, pour nous trouver des financements pour travailler sur cette maison de Pan de Bois. Voilà. Bon, j'ai l'article sur le journal, dans les quelques en photo, tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas de Absolument. réponse. Sauf que, monsieur le maire, vous savez que... Non, mais je connais très bien le dossier, puis vous savez très bien, vous le savez en sous-marin, que ce dossier, on le travaille et que on le travaille même quand vous ne nous convoquez pas aux réunions avec certains. Donc en fait, c'est très simple. Le dossier, il est pas loin d'être bouclé sur l'idée du principe de quel projet on peut faire dans cette maison. C'est surtout ça, c'est savoir quel projet. Avec qui, ouais. dans quelles conditions. C'est ça. Et puis, vous savez très bien, monsieur le maire, que alors d'abord, il faut savoir, c'est très clair, il ne peut y avoir aucune subvention. Et quand on est allé chercher, puisque c'est moi qui ai fait la démarche d'aller chercher auprès de la Fondation du patrimoine la façon de récupérer la dotation auquel on avait droit, suite à la convention, il nous a été répondu qu'il n'y a de toute façon
de convention, que ce soit, et de subvention, que ce soit avec un organisme public, un organisme privé, un mécène privé, qu'à partir du moment où il y a un projet, un budget et un devis signé et un engagement des communes. Donc, il faut remplir absolument toutes ces conditions pour que le projet soit lancé. Pardon, le micro me gêne avec mes lunettes. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas de projet, sachant qu'un projet sur un dossier comme celui-là est en plus sous-tendu à la présence d'un architecte du patrimoine, et que vous savez très bien que l'architecte du patrimoine que vous aviez embauché, eh ben vous avez laissé tomber, on peut dire comme ça. En tout cas, ça n'a pas été une collaboration. Elle est fructueuse sur le plan, il a fait le boulot proprement sur le plan du travail technique qui avait été à faire, ça, il n'y a pas de doute. Le rendu des dossiers et le projet suivant proposé, même s'il y a eu une note de la DRAC qui, entre guillemets, validait, si on peut dire, le principe de base, pour avoir discuté fermement de cette question avec la DRAC. Ils nous ont fait une note, mais cette note, c'est parce qu'il fallait faire une note, et que le projet proposé n'était pas, enfin le projet uniquement de réparation, restauration, si on peut dire, de la façade que vous proposiez, qui était proposée, était accepté, mais en réalité du bout des lèvres, parce qu'il n'est pas techniquement, il n'est pas impossible, et je l'ai fait valider par Monsieur François Sébichon. J'ai fait passer ces dossiers à plusieurs architectes du patrimoine dans leur intégralité, et d'origines différentes, donc avec des angles de vue différents. La technique que vous aviez retenue n'est pas impossible, mais elle n'est pas satisfaisante. Donc moi, je suis repartie du fait qu'elle n'est pas satisfaisante et que cette maison mérite mieux que ça. Et aujourd'hui, vous savez, puisque je vous en ai fait part plusieurs fois, et d'ailleurs ces architectes du patrimoine sont arrivés à moi via la mairie et suite à un article de presse qui était paru sur le travail que je fais à Rambouillet, nous avons aujourd'hui à Épernon 2 grands professionnels architectes du patrimoine qui ont monté leur agence chez nous et qui sont des connaisseurs des maisons à prendre bois et qui ont envie de s'investir sur notre commune. C'est pour ça qu'ils sont venus s'installer chez nous, c'est parce qu'ils aiment le patrimoine. Donc ça, Oui, c'est... moi, je veux bien vous entendre, mais... Attendez, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît, monsieur, parce que je... quand même. Comment ? Bah, vous ne me les présentez pas, je ne vous ai jamais vu en mairie. Je vous ai laissé des messages plusieurs fois, monsieur, et on en a parlé Non. même de vive, et en plus on en a parlé même de vive voix ensemble. Non. Je vous l'ai dit il y a déjà plusieurs. Mais peu importe, c'est pas voilà. très grave, c'est pas très grave. Ok. Je sais que et en plus le message il est arrivé par votre secrétaire. Le message donc tout le monde sait que ces archives du patrimoine ils existent, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, monsieur le maire. Il y a pas mort d'homme, et les choses sont en train de toute façon de s'organiser précisément et complètement. C'est vrai, quand je dis sur le point, c'est vraiment sur le point, puisque on travaille dessus vraiment dans les toutes prochaines. On peut compter en jours même. Donc, nous avons aujourd'hui à Épernon 2 architectes du patrimoine qui non seulement sont des spécialistes des structures, des spécialistes de la maison à prendre bois, tant et si bien que l'une d'entre elles, qui s'appelle Anne-Laure, a souhaité faire sa thèse. Bon, qu'elle n'a pas pu faire pour l'instant, mais peut-être qu'elle la fera un jour, je le lui souhaite, sur la maison à pans de bois. Et par ailleurs, son associé, et néanmoins un mari, donc ils vivent tous les deux de l'autre côté de la place, là, enfin plutôt dans ce sens, pardon, en fait, est un vrai professionnel des structures, un vrai professionnel du patrimoine, un vrai amoureux du patrimoine. Par ailleurs, gros avantage, monsieur le maire a travaillé pour monsieur Bortolussi, qui était notre ancien architecte du patrimoine, et ce qui signe la qualité de son engagement. Et par ailleurs, il a également travaillé sur des bâtiments pour monsieur de Montgolfier. Donc je sais pas comment les planètes s'alignent, mais par moments, les planètes, elles s'alignent bien. Et nous avons cette énorme chance, et j'espère bien... Alors, si j'ai bien compris, tout ce qui a été fait auparavant, des études et tout, c'est Non, terminé. pas du tout. Vous effacez tout. Non, absolument. Vous reprenez à zéro. C'est-à-dire que ce qu'on a dépensé... Monsieur... non, mais j'essaye de comprendre. Non, mais laissez-moi aller au bout. Absolument pas. Ah si, c'est ce que je comprends. Non, monsieur le maire, absolument pas. Il y a un travail qui a été fait, les études qui ont été faites sont été faites, y compris les études de monsieur Trouvé. Tout ça, c'est un travail qui reste, qui demeure. Ça tombe sous le sens. Ah bah oui, j'espère. Mais on vous a pas dit le contraire, monsieur le maire, c'est une évidence. Enfin, on non, va pas refaire les études. Mais pas du tout. Monsieur le maire, s'il vous plaît, arrêtez de trahir ma pensée, ce serait chouette. Les gens avec qui... Non, vous travaillez... J'ai pas dû dire qu'on allait tout recommencer. Enfin, c'est absurde. Enfin, y a pas de... ça tombe pas sans. Je dis, nous avons la chance d'avoir un architecte du patrimoine qui, demain matin, est prêt à reprendre le dossier, qui habite chez nous,
qui connaît les sujets, qui connaît les structures, qui a envie, qui est un homme, moi j'ai passé des heures en rendez-vous avec lui, il a en main depuis des semaines tout le dossier que je lui ai transmis, sur lequel on a travaillé en rendez-vous, tout le dossier que j'ai en main. Et j'ai encore eu un entretien avec lui la semaine dernière pour dire qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que vous avez regardé? Tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont ouverts, pas pour recommencer le projet, les études qu'on a commencé, que Monsieur Trouvé a commencé, que l'architecte Trouvé a commencé il y a des années, pour reprendre le travail et le terminer et nous accompagner dans la réalisation de ce projet, que ce soit le projet de la façade extérieure et le projet de l'aménagement intérieur. Cela dit, il y a un tout petit détail, néanmoins, c'est qu'il nous faut l'autorisation théoriquement. Alors, je ne sais pas comment travaille monsieur le maire, mais sur la partie, il y a un petit tuilage à faire pour lui financer la partie de reprise en main d'un travail qui a été fait par des tiers depuis 10-15 ans. Donc ça, c'est évidemment un petit budget, mais ça, quel que soit l'architecte que vous prendrez, aujourd'hui, il faut qu'il se prenne en main ce dossier, qu'il le réétudie complètement, et ça, c'est un coût, mais un coût qui n'a rien à voir avec les études, évidemment, qui ont été faites. Voilà, et ce monsieur, nous le revoyons la semaine prochaine à plusieurs, et si tout va bien, si tout se passe bien dans cette réunion, voilà, vous pouvez signer le bon de commande avec lui quand de la suite des travaux quand vous voulez. Attendez. Vous n'allez pas arriver, me mettre ça là, puis je vais signer. Non, mais bien sûr, monsieur. Mais attendez, ça se passe pas comme ça. Hein. Non, mais vous comprenez, je fais un raccourci de pensée là, vous avez compris. Ah oui, non. Mais je ne vais pas signer le dossier, je ne vais pas signer le bon de commande. Néanmoins, monsieur le maire, si le projet, on est en train de vous le ficeler clé en main au niveau de ce qu'il faut pour pouvoir lancer un projet, l'écrire, le deviser. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra aller voir. Et il y a la DRAC. Hein. Mais bien sûr, la DRAC, elle va accepter de travailler. La DRAC, elle est déjà en lien avec ce monsieur est déjà en train de travailler avec notre DRAC. Hein, il nous connaît. Hein, c'est justement ça qui est intéressant. C'est qu'il nous connaît. C'est qu'il connaît son métier, il connaît nos institutions et il connaît nos partenaires historiques. Donc, à un moment donné, on ne va pas pleurer parce qu'on a ça qui nous tombe du ciel. Donc, à vous de choisir si vous voulez. Enfin, en tout cas, moi, franchement. Non, mais écoute. Tout est là, c'est inespéré. Et par ailleurs, donc ça c'est le volet technique. Ça veut dire avec tout ça, vous pouvez aller à la chasse aux subventions. Non, une fois. Si. C'est deux. Moi, je ne vais pas signer sans savoir s'il n'y a pas de subvention derrière. Hein. Mais attendez, monsieur le maire. Ces deux choses-là, c'est les deux premières. La troisième chose, c'est d'avoir des gens. Et vous savez très bien de qui je parle, puisque même si je n'ai pas été informé au départ, c'est eux qui sont chargés de dire « Dis donc Hélène, viens par là, on a été loin. » Voilà. On travaille, vous le savez, depuis des mois sur l'organisation d'un groupe de gens, dont des professionnels de différents univers qui sont liés à la muséographie, la scénographie, la cinématographie, l'aspect patrimonial, historique, etc., de créer une équipe, un peu comme ce que vous avez pour le Conservatoire des Meulles-Pavés, qui va accompagner, porter le projet avec la mairie, si la convention veut bien signer... Avec un chiffrage. Si la mairie veut bien signer une convention de travail avec cette association qui est sur le point de se créer, tout ça va apparaître très rapidement, même si il faut nous laisser encore un tout petit peu de temps pour finaliser ça, mais c'est vraiment imminent. Après les élections. De toute façon, nous, on vous transférera, enfin, on vous informera. Après, vous gérez votre. Peut-être pas moi. Hein. Vous gérez. Mais peu importe. De toute façon, on travaille pas pour un maire. Monsieur le maire, on travaille pas pour un maire. On travaille pour une ville. Peu importe. Oui. Mais quoi qu'il arrive, c'est le maire qui est toujours responsable. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe le maire. Le projet, il est valable pour la ville. Peu importe quelle équipe va diriger la commune. Donc, on est en train de ficeler tout ça. Ce sera un truc. C'est un projet qui va être clé en main. Là, si et à un moment donné, à partir de là, la mairie, elle dit « Ok, ce projet m'intéresse » et on lance le travail, et ça, c'est le travail aussi de la commune, de faire les recherches de partenaires avec qui ce type de projet peut être fait, combien ça va coûter, etc.
Et là, vous aurez un budget, vous pourrez aller chercher des subventions, des mécènes, etc., des mécènes, des subventions, des concours aux fondations dont on a parlé, etc., etc., etc. Ok. Mais ça, c'est le temps 2. Mais sans projet, vous n'avez pas de subvention, vous n'avez pas de mécène. Bah, c'est aussi ce qu'on simple dit que ça. depuis le début. Oui, mais monsieur le Depuis maire. le début, c'est ce que je dis. Non, oui, mais donc c'est le projet qu'il faut. Donc Ben le oui. projet, on est en train de Oui. le finaliser. C'est pas parce que. Mais moi, je- j'ai reçu la DRAC et tout. J'aurais simplement dit que, comment dire, le plus tôt possible, qu'on fasse la façade. Après, on voit l'intérieur. Mais alors, moi, j'en ai discuté avec Qu'on tout. enlève cet échafaudage, qu'on fasse la façade, Monsieur le maire, déjà la façade, et après, on peut alors, travailler. j'en ai discuté avec Et tous après, les on pourrait architectes. travailler de ce J'en qu'on ai pourrait discuté faire à avec les. l'intérieur. J'en ai discuté avec les Mais 4. prendre l'ensemble, Non, mais- ça va demander Monsieur, non, mais un temps impossible. On peut phaser. Les choses vont être phasées, évidemment. Oui, il faut Mais- être phasé. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, et j'ai posé la question aux 4 architectes du patrimoine que j'ai sollicités. Ils sont tous d'accord, tous les 4. Comment? J'en ai sollicité 4, oui. Vous savez quoi, oui. Ah, ils s'entendent bien. Hein. Non, mais c'est pas qu'ils s'entendent bien, c'est que j'ai pris 4 contacts. Oui, je suis désolée, mais oui, j'ai pris 4 contacts à qui j'ai envoyé les dossiers en disant qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà l'idée, voilà ce qu'on veut faire, voilà le principe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi Non, le problème? bien, Voilà. c'est bien. Donc c'est pour ça que c'est du temps, mais c'est du travail de sous-marin, certes. C'est du travail discret, mais c'est Non, du mais travail. vous voyez, Et je finis juste, monsieur le maire, parce qu'après. Et donc, ce qu'il faut comprendre sur un bâtiment comme celui-là, c'est que c'est comme un mécano, c'est comme un Lego. Donc, sur ce type de bâtiment, vous ne pouvez pas travailler de manière indifférenciée l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut présenter un projet d'ensemble pour l'intérieur et l'extérieur, et à partir de là, analyser ce qu'il faut faire conjointement intérieur-extérieur, ce qui peut attendre et ce qui ne peut pas attendre. Mais on ne peut pas étudier simplement je fais la façade et ensuite je fais l'intérieur. Sur ce type de bâtiment, ça n'est juste pas possible pour des raisons techniques, parce que c'est de la maison à pan de bois, et une maison à pan de bois, c'est juste des choses qui sont... je sais. C'est du tenon mortaise, c'est tout. C'est du Lego, c'est du mécano. Donc on ne peut pas le travailler comme un bâtiment qui serait en béton, où on pourrait dire, ok, on fait tomber on travaille la façade, on s'en fout de l'intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est un Non, phasage mais- un petit peu particulier. Non, mais je suis d'accord. Tout ça est parfaitement intelligible, tout ça est parfaitement pris en compte dans le projet qu'on étudie. Le phasage sera défini par les professionnels, donc les architectes, qui ont l'habitude de travailler avec les DRAC. Les DRAC, alors on sait très bien que la DRAC, il n'y aura pas grand-chose à attendre dans les années à venir. Il va falloir chercher les financements de manière beaucoup plus complexe que si ça avait été fait il y a 10 ans. Ça, c'est clair. Mais néanmoins, le projet sera lancé. Et après, il va falloir aller trouver un amoureux du patrimoine. Vous savez qu'il n'y a pas que... On pourra aussi travailler avec nos entreprises, par exemple, parce qu'elles ont le droit de financer les projets avec la défiscalisation, Ah, mais- par exemple. mais oui, Nos entreprises locales. Il y a des tas de Faut qu'à concours. répondre, déjà. Mais il faut créer. C'est des choses qu'il va falloir créer parce que on Mais parlait connaît, de ça rentre dans la question de c'est le principe de subsidiarité dont parlait qu'il y a dans la motion. On peut l'appliquer bien avant que le pouvoir central ait changé. Donc Ok. tout- Bon. le projet il est quasi ficelé. Ça se joue à 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et monsieur le maire, je peux vous assurer que c'est beaucoup de travail, beaucoup de gens compétents et en plus pas mal de gens qui sont des gens d'Épernon et du coin. Et que ça, c'est une belle nouvelle. Ok, bah écoutez, je vous ai entendu. Bon, si tout est... J'attendais qu'on ait fait une réunion qui est en fin de mois pour voilà, vous annoncer tout ça. Mais bon, voilà, vous m'avez poussé. Tant pis, et que ceux qui sont en train de travailler autour de nous, qui sont, voilà, me pardonnent. Ok, entendu, Madame Charrier. Bon, bah écoutez, après toutes ces belles paroles, merci. Votre micro, Madame. Oui, Laurent. pardon. J'avais juste une question à poser à Hélène. Comment se fait-il que ça ait mis autant de temps pour se décanter? Parce que là, d'un seul coup, d'un seul, Non, on a presque une solution. parce Je que suis c'est étonnée. parce que ça fait 1 an et demi que moi j'ai fait le travail avec les subventions, les machins, les trucs, les associations, les fondations, tout ça. Donc on a un process. Mais tous me disent, bah non, mais vous êtes gentil, mais avec pas de projet, pas de subvention. Donc voilà, donc vous dites, ok, je vais prendre le projet autrement. D'autre part, le projet, le document technique de la maison à pan de bois, ce sont des centaines de pages qu'il faut étudier pour comprendre que peut-on faire avec ce bâtiment. Quelles sont les contraintes? Et puis aussi,
comment insère-t-on ce bâtiment dans la dynamisation d'un centre-ville qui ne va pas bien. Donc c'est toutes ces questions qu'il a fallu gérer les unes après les autres. Puis après, c'est des rencontres avec des gens qui mettent le temps de vous répondre, etc. Les architectes du patrimoine, eh ben, ils vous répondent pas en 5 minutes. Il faut qu'ils s'approprient, surtout quand vous leur demandez de bosser gratos, au passage. Donc voilà. Donc, et puis après, c'est aussi toute la construction d'un projet, on va dire muséographique ou sous machin. Tout ça, c'est le fruit de beaucoup. Il faut le temps d'appropriation des dossiers, d'appropriation des idées, rencontrer les gens, dire bon, un tel, comment on peut faire? C'est quoi les compétences des uns et des autres? C'est quoi la problématique de notre centre-ville? Qu'est-ce qu'on peut apporter aux Sparnoniens et aux touristes et aux écoles à travers ça? Voilà, c'est tout ça. Ça prend du temps. 1 an et demi, c'est bon, c'est pas trop longtemps. Oui, mais Madame Charrier, un travail comme celui-ci, on implique le maire et les élus. Monsieur le maire, je vous rappelle que vous ne m'avez pas convoqué aux réunions avec certains. Que si je ne traînais pas dans les rues d'Épernon et si je n'avais pas connaissance des Sparnoniens, je n'aurais pas été au courant de certaines choses et je les remercie de m'avoir alerté de ce que voilà. Et puis on a travaillé ensemble, voilà. On travaille ensemble et il y a des réunions, j'aurais bien aimé assister. J'ai attendu d'être convoqué. Bon voilà, j'ai pris acte, mais ça ne m'empêche pas de travailler. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé savoir que ce dossier qui, pour ma part, vu les réponses que tu avais données jusque-là, c'était en stand-by, savoir qu'il y avait quelque chose qui se faisait par-delà. Voilà. Je répète. À mon avis, en tant qu'élu, j'aurais aimé savoir mais qu'il y avait un Madame travail. de Rolle, moi-même, je n'ai pas été invité. Et monsieur le maire, vous ne m'avez pas invité à la réunion ouais, avec, mais je ne dirais pas qui ici, aux réunions. Donc, je vous apporte, on vous apporte, en plus, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. On vous apporte un projet clé en main. C'était la mission, c'était pas d'apporter un projet clé en main. Ben, vous allez l'avoir, donc ne me le reprochez pas, s'il vous plaît. Ah bah non, mais attendez, je dis pas qu'on ne l'aura pas, hein, non. Bon, enfin, monsieur Estampe, votre question n'était pas de courte, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais là-dessus, c'est un coup, c'est vrai, ça m'agace. Là, j'en suis conscient. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, allez-y. Non. Allez-y. Non. J'aurais une demande, puisque c'est le dernier conseil de la mandature, et on souhaitait, ma collègue et moi pouvoir faire une petite déclaration, enfin dire quelques mots, si vous nous le permettez. Pas de problème. Et par contre, avant, j'avais une question. Je pensais ce soir que nous aurions sur la table copie d'un courrier que le maire de Drou vous a adressé demandant que ça nous soit transmis. Et je suis surpris qu'on ne l'ait pas, d'autant plus surpris que c'est un dossier compliqué sur la façon dont ça s'est déroulé, compliqué sur ce qui a été fait après, et pour tout dire les choses, compliqué que ce débat n'ait pas eu lieu comme je l'imaginais. Je parle de la délibération sur l'extension de logistique sur la commune de Drou, où j'étais pas là, mais j'ai demandé effectivement que la délibération ne soit pas envoyée, sinon je demanderai qu'elle ne soit pas validée. C'est un oubli que j'ai fait de ma part. Voilà. Non, mais... Et je vous ai déjà posé la question le mois dernier, vous ne nous avez pas renvoyé depuis... Voilà, c'est dommage parce que je pense que sur ce dossier, et sans vouloir refaire le monde et polémiquer, il y avait la capacité à faire un vrai débat de fond sur qu'est-ce qu'il y avait sur ce dossier, qu'est-ce que ça entraînait. Il y avait des problématiques techniques sur le dossier, c'est ce qui nous était demandé, sur le principe de récupération d'eau, etc., que le débat à Drou a été un vrai débat qui a donné lieu à des votes, y compris des votes d'abstention ou d'opposition, avec trois remarques qui ont été faites à l'attention du préfet. Et je pense que c'est aussi dommage que nous n'ayons pas fait ce vrai débat, parce que quand il y avait la question, je crois, qui a été posée par M. Rouanel sur les emplois, je crois que c'est 5 emplois supplémentaires
et pas plus. Alors c'est 5, mais c'est pas plus. Et ça vient aussi se caler sur une interview du PDG France de cette société. Je parle de la société qui a le bâtiment et pas celle qui a déposé la demande d'extension, hein, puisque celle-là, c'est des sociétés qui se créent, qui se ferment, qui créent, qui se ferment, avec des prête-noms, ce qui n'est pas banal non plus. Et le PDG France de cette société, qui est en train de faire construire un hangar énorme, c'est-à-dire énorme au point qu'il est le deuxième dans le centre Val-de-Zoire après celui d'Amazon, donc vous imaginez la place, a annoncé dans un article de presse que à court moyen terme, ça serait la fermeture du centre logistique d'Épernon. Donc c'était aussi bien d'Épernon, pardon, de Dreux-sur-Drouette, pardon, Dreux-sur-Drouette, celui qui était concerné par ce débat-là. Donc voilà, je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir ce débat sur le fond. Après, le vote, c'est le vote, hein, mais au moins c'est toujours bien d'avoir des débats. Et même s'il y a une majorité qui dit oui, c'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Mais c'est bien que tout le monde, d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait eu un débat ce soir-là et qu'il y avait des questions qui étaient posées, qui sont restées, à mon sens, sans réponse. Donc c'est pour ça que j'ai réagi alors que j'avais autre chose honnêtement à faire. Mais voilà, donc je regrettais qu'il n'y ait pas ce courrier parce que j'ai pas le courrier, hein, on va être très clair, je ne l'ai pas, mais j'avais l'information depuis plus de 15 jours que ce courrier était arrivé. Pour information complémentaire, puisque moi j'ai été informée de la même chose, enfin, je vous avais posé la question la dernière fois au conseil, vous avez répondu que vous ne saviez pas où il était le courrier d'ailleurs, donc vous nous aviez déjà répondu. Donc j'ai demandé le courrier à Drou, à l'adjointe avec qui on en avait parlé, qui m'a répondu que le maire attendait que, comme il avait demandé à notre maire, à nous, de nous envoyer le courrier, que c'était à vous de nous envoyer le courrier et pas à lui. Et donc voilà la réponse qui m'a été faite. Alors, un petit mot pour ce dernier conseil municipal que après 2 mandats, en fait, passés dans la minorité, c'est un moment important, l'occasion de rappeler tout ce qui donne du sens à notre engagement d'élu, quelle que soit notre place autour de cette table. Servir l'intérêt général, contrôler l'action publique, proposer, débattre et rendre des comptes. Comme l'aimait le rappeler un de nos collègues, c'est nous qui avons gagné la mairie. Être dans la minorité n'est pourtant ni renoncer, ni s'opposer pour s'opposer. C'est exercer une vigilance constructive. Si. Je ne sais pas si je suis folle, mais c'est une petite... Ah. C'est un clin d'œil. Plusieurs fois. Oh bah... Plusieurs fois. Tu veux qu'on te rappelle? C'est un clin d'œil. Être dans la minorité n'est pourtant ni renoncer, ni s'opposer pour s'opposer. C'est exercer une vigilance constructive, porter des idées, faire vivre le débat démocratique, comme on l'a ici, et voter en responsabilité lorsque les projets vont dans le bon sens. À ce titre, nous assumons pleinement d'avoir voté plus de 80% des délibérations. Notre bilan s'inscrit dans cette logique. Nous avons provoqué le débat lorsque cela était nécessaire, parce que c'est aussi le rôle des élus. Et sans notre présence, bien souvent, ces débats n'auraient pas eu lieu. D'ailleurs, Monsieur Bellhomme, vous nous l'avez plusieurs fois rappelé. Nous sommes fiers d'avoir initié dès 2015, auprès de la région Centre-Val de Loire, le projet de construction d'un lycée, convaincus que ce besoin demeurait essentiel pour notre territoire, alors qu'il avait été abandonné depuis des années. Nous avons également contribué à faire reculer ce projet de parking dans les vergers. Restons toutefois lucides et transparents, le projet n'est pas abandonné à ce stade. Il est donc nécessaire de rester mobilisé pour défendre un projet de restauration des vergers sans parking et envisager une réflexion collective autour de l'avenir de notre centre-ville. Nous avons enfin alerté, je ne peux pas tout citer, mais nous avons enfin alerté sur les travaux du plateau de la Diane avec une exigence constante de qualité, d'utilité et de respect des règles d'urbanisme, pour donner quelques exemples emblématiques. Notre engagement ne s'est jamais limité qu'aux séances du conseil municipal. Pendant toutes ces années, nous avons, comme certains d'entre vous, participé activement à la vie commune, de la commune. Engagement auprès du Club 3C, organisation des journées des métiers d'art, soutien aux initiatives locales qui font rayonner Épernon et créer du lien. Et il y en a sûrement d'autres.
Nous quittons aujourd'hui ces bancs sans amertume, mais avec la fierté du travail accompli. Nous continuerons à nous engager autrement sur le terrain, aux côtés d'associations, d'acteurs éducatifs, économiques, culturels, avec la même énergie et la même exigence. Car au-delà des mandats et des fonctions, notre engagement pour Épernon demeure. Merci. Isabelle, le lycée n'a jamais été abandonné. Il a toujours été, tout le temps. Toujours. En tous les cas, on l'a réveillé. Bah, réveillé, non. Sachez. Non, mais attendez. Vous savez où il est situé? Bon, c'était un terrain qui était réservé par, à l'époque, la communauté de communes du Val-d'Rouette. La personne est là aujourd'hui, elle avait tout mis en place, tout en sorte. Si on n'avait pas eu ce terrain, le lycée ne serait pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a eu bien des débats au moment de l'achat du terrain, parce qu'on a là, constaté qu'on n'avait pas de terrain à Épernon. Le lycée a toujours été demandé à l'époque de M. Gallas. Ça a toujours été repris derrière. Mais dire que ça a été abandonné à un moment, non, c'est pas vrai. En tous les cas, on l'a vraiment clairement réactivé en 2015. On ne va pas en faire le débat. Si, on pourrait. Oh, si, mon collègue. On a plein d'éléments et je pense qu'in fine, on pourrait être d'accord. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des lycéens qui sont dedans. Voilà, c'est ça le plus important. Non, moi, je vais pas. Je vais être sur autre chose, puisque c'est le dernier conseil municipal de ce mandat, ce soir. Et en ce qui me concerne, le dernier conseil tout court, je me permets une petite liberté. J'aurais voulu évoquer un sujet qui n'a jamais vraiment figuré ici comme ailleurs, à l'ordre du jour, et qui a pourtant été bien présent tout au long de ce mandat. La place des élus minoritaires. Les élus minoritaires, ce sont des élus un peu particuliers. Ceux à qui on ne demande pas leur avis, sans doute par souci d'efficacité. Ceux à qui on parle peu, mais dont on parle parfois beaucoup. Ceux que l'on écoute avec un sourire poli, légèrement amusé, comme on écouterait quelqu'un qui a le droit de parler, mais forcément tort. Il faut reconnaître que ce statut est extrêmement formateur. On y apprend la patience, on y apprend la retenue, et surtout, on y apprend qu'il existe deux catégories d'élus. Ceux à qui l'on peut parler, et ceux, manifestement, qu'il vaut mieux éviter. Mais si je me permets d'en parler aujourd'hui, ce n'est pas par nostalgie, ni par amertume. C'est parce que nous sommes dans un moment intéressant. Dans cette salle, il y a du public, nombreux. Et parmi ce public, il y a certainement des candidates et des candidats aux prochaines élections. Des majoritaires en devenir. Et par définition, des minoritaires aussi. Même si ce n'est jamais ainsi qu'on se projette. Alors je voudrais poser une question simple, une question d'anticipation démocratique en quelque sorte. Comment aimerions-nous être traités si demain nous étions à la place de ceux que l'on ignore aujourd'hui? Trouverions-nous cela amusant d'être mis à l'écart des échanges? Supporterions-nous avec élégance les petites moqueries, toujours subtiles, toujours pour rire? Accepterions-nous d'être tolérés plutôt que considérés? Car la majorité, contrairement à ce que l'on croit parfois, n'est pas un titre de propriété. C'est un bail à durée déterminée. Et l'histoire politique montre qu'il arrive assez souvent qu'on change de logement plus vite que prévu. Être majoritaire donne le pouvoir de décider, c'est la règle. Mais cela ne donne ni le droit d'effacer, ni celui de mépriser, ni même celui de sourire un peu trop quand d'autres prennent la parole. Les élus minoritaires ne sont pas là pour faire de la figuration démocratique. Ils sont là parce que des citoyens les ont choisis. Exactement comme la majorité. Alors, puisque c'est mon dernier conseil, que c'est notre dernier conseil, je me permets une conclusion très simple et sans doute la seule que je retiendrai de ce mandat. La manière dont on traite une minorité quand on est majoritaire est exactement la manière dont on sera traité le jour où on ne le sera plus. Et à ceux qui s'apprêtent à se présenter, je souhaite sincèrement une chose.
de ne jamais avoir à vérifier cette phrase par l'expérience. Je vous remercie. Merci. Écoutez, moi ce que je veux dire, j'ai rien préparé, hein, vous voyez, ça va devenir... Comment vous dire? J'ai un mandat de 6 ans. Mais il faut bien... je ne m'attendais pas un jour à être maire. Voilà. Il y en a qui se battent pour être maire, ils font tout, voilà, ils poussent les portes. Moi, non. Je suis arrivé là, j'ai appris énormément d'expérience. Moi, je remercie l'ensemble du conseil, mais quand je dis l'ensemble, c'est la majorité et la minorité. Et j'aime pas ce mot minorité. Voilà. Non, mais il y a eu du débat, il y en a eu. Voilà, quand j'arrivais au conseil, je me dis qu'est-ce qui va se passer, je n'oublie pas. Mais il y a eu du débat. On vous a laissé débattre, on vous a laissé écouter. Il y a des choses que vous avez apportées qui nous a fait réfléchir, je le reconnais, je le dis. Voilà. Monsieur Estampe, par rapport à moi, vous avez beaucoup plus d'expérience, je le sais. Non, mais il faut le dire. Voilà, je savais à qui j'avais en face de moi. Voilà, je n'avais pas trop d'expérience à côté de ça. Vous avez de l'expérience, vous avez été directeur de cabinet et tout, vous êtes une personne qui a beaucoup de notions. Je vous respecte. Bon, moi je pense que l'ensemble, et je remercie l'ensemble de tout le monde, parce que vous êtes venus à chaque conseil municipal. Bon, il est un fait d'être de l'autre côté de la barrière, c'est pas facile, je veux bien le reconnaître. Mais je ne pense pas qu'on vous a empêché de parler, qu'on vous a empêché. Non, moi je suis assez ouvert. J'ai toujours dit qu'un conseil municipal sans opposants, il n'y a rien. Voilà, c'est vide. Je vais vous dire, hein, en toute honnêteté, vous êtes parti, je me souviens, il y a 2 ou 3 fois, je crois, à cause du budget. On est bien d'accord. Vous êtes parti, ok? Voilà. Eh bien, en restant... Il y a un vide. Je vous dis, ça fait un vide. Voilà, parce que le débat, il n'y en a plus. Donc, moi, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Bon, ça va être mon dernier mandat. Maintenant, on verra par la suite. Et puis, c'est le dernier conseil municipal. Et puis, je vous remercie tous infiniment. Je remercie le public qui a été à l'écoute. Voilà. Et puis, pour ça, eh bien, les élus, certains élus, ainsi que moi-même, on a amené une petite collation. Voilà, on ne va pas partir comme ça. Voilà, j'ai Jean-Paul, il nous offre, je ne sais, c'est quoi, des chouquettes, non? Ah, voilà. Donc Jean-Paul, voilà, on ne va pas partir comme ça. Voilà, on va vous offrir une collation pour ceux qui veulent rester. Aussi bien le public, ceux qui veulent rester. Madame de Rolle? Doucement avec le doigt. Ça y est. Non, je voulais m'adresser à Monsieur Estampe, encore une fois. Vous aviez tenu des propos apaisés. Vous avez dit qu'il y avait 2 statuts chez les élus majoritaires, les élus minoritaires. Non, il y a un 3e statut. C'est celui du minoritaire dans la minorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne m'a pas épargné. Vous ne m'avez pas épargné. Merci. Ok. Ouais, Allez. je voudrais juste finir le tour de la minorité pour dire au revoir. Je vois par où on n'engagera pas le débat, Non. mais c'est pas très grave. Vous allez être bientôt majoritaire. Non. En ce qui me concerne, je voudrais juste dire. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, non, moi je voudrais juste pouvoir dire effectivement au revoir à ce mandat. Et moi, j'ai envie de le dire en remerciant, en ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais prévu d'être élue. J'ai toujours milité pour un certain nombre de choses dans ma vie. J'ai toujours fait partie d'associations et autres. J'ai toujours été une bénévole dans un certain nombre de domaines, mais je n'avais pas prévu d'être élue. J'ai beaucoup appris à être élue ici, ce qui est la ville dans laquelle j'ai installé ma famille et ma maison. Et je dois dire que durant ces 6 années, à part les premières semaines où j'ai eu à subir, des mois même, quelques désagréments chez moi, mais ce n'était pas les Sparnoniens, c'était juste 1 ou 2 Sparnoniens à qui mon élection avait dû déplaire.
Voilà, on a pris l'habitude d'être réveillé en pleine nuit, c'est assez sympa, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, la police, on a trouvé qui c'était, donc même s'ils n'ont pas reconnu, donc on a vu la paix après. Mais à part ça, je dois dire que je ne sais pas avec combien de Sparnoniens j'ai discuté, échangé en 6 ans, mais je n'ai jamais eu avec eux le moindre souci. Je n'ai jamais eu de leur part la moindre remarque désagréable. Et j'y ai trouvé beaucoup de chaleur humaine et beaucoup de gentillesse et beaucoup d'envie d'un bel épernon. Donc je voulais leur remercier de ce qu'ils m'avaient permis de vivre pendant 6 ans sous un autre angle que celui du simple habitant, mère de famille sparnonienne. Donc merci aux Sparnoniens. Il fait bon vivre à Épernon. On est bien à Épernon. Il y a un travail énorme à faire, mais On les est gens, bien à Épernon. il y a une humanité des gens à Épernon qui est une réalité. Après, la qualité l'état de la ville actuelle, c'est un autre débat, ça ne change pas les gens. En tout cas, moi, je voulais remercier les Sparnoniens. Merci aussi aux membres du conseil parce que voilà, ils m'ont beaucoup appris. Moi, je ne travaille pas normalement dans ces conditions, mais voilà, j'ai beaucoup appris. Merci à vous tous, malgré les moments plus ou moins drôles et les humiliations. On va les oublier, c'est pas très grave. Je suis content de finir sur un joli projet. N'allez pas à l'Assemblée nationale parce que c'est pire. Mais Je peux vous dire qu'ils se font pas de cadeaux, là-haut. je ne sais pas pourquoi vous me prêtez des propos. J'ai pas l'intention, je vous rassure. Enfin, de toute façon, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'un jour je serai à la j'en sais rien. Peu importe. C'est pas le projet. En tout cas, merci aux Sparnoniens parce que franchement, eux m'ont fait passer de très beaux moments. J'étais content d'être à leur service et je serai encore à leur service, sous une forme ou une autre, peu importe. Et il est 21h43. Bon, bah écoutez, il y a une petite collation pour ceux qui veulent